Aujourd'hui dans Réseau, un invité spécial qui a fait partie de l'équipe derrière le documentaire Les Rois de l'arnaque sur la taxe carbone et Marco Mouli et un invité à qui l'on doit notamment le documentaire Netflix qui sort demain. Encore une affaire de douille internationale avec des persos incroyables puisque c'est une escroquerie à 100 millions d'euros. Bonjour Jérôme Pierre, bienvenue Bonjour. dans Réseau. Donc tu es journaliste indépendant, spécialisé dans le crime organisé et le grand banditisme. Tu as réalisé des reportages et tu as écrit des livres enquêtes sur les yakuza japonais, les planteurs de cannabis en France, les prisons françaises, les caïds de la cité, enfin bref, un tas de choses. Tu t'y connais, tu as rodé le sujet en long et en large. Et aujourd'hui, tu es avec nous dans Réseau pour Le Masque, un documentaire que tu as coécrit, bande-annonce. La créativité, c'est quelque chose que vous mettez en place, que vous inventez et qui n'a jamais existé auparavant. J'ai construit une chose qui s'est multipliée parce qu'elle a été intéressante pour des milliers de personnes. J'avais cette capacité de faire des choses incroyables. Enquête sur une nouvelle forme de braquage, sans armes ni violence, des escrocs qui se font passer pour des présidents. Le cerveau présumé de ces opérations, Gilbert Chicli, le roi de l'arnaque. Perdre, je ne perds pas. Disparaître, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça donne envie. Mais dis-nous en plus. Tant mieux. De quoi ça parle? Ça parle d'une escroquerie assez hallucinante et de son créateur, surtout, qui s'appelle donc Gilbert Chicli. C'est le type dont on entend la voix là, dans la bande-annonce. L'escroquerie, elle consiste à piquer des millions, on va rentrer un peu dans le détail, il y a des dizaines de millions d'euros avec un simple téléphone et une grosse tchatch. De leur faire ce qu'on appelle la déballe aux victimes, c'est le terme employé par ces garçons. Gilbert Chicli, c'est un escroc originaire du quartier de Belleville à Paris, voilà, qui a grandi là-bas et puis qui s'est fait la main dans des petits coups au fil des années, puis qui a eu la consécration en inventant cette escroquerie dite au faux président, c'est-à-dire qu'il prend son téléphone, il appelle une boîte et il dit à la comptable: Jacqueline, s'il vous plaît, vous pouvez c'est votre président, je suis à Dubaï, vous pouvez me virer 10 patates, s'il vous plaît. Et Jacqueline, généralement un peu perdue et avec un coup de pression, envoie les 10 patates. Donc il s'est distingué là-dedans, un truc qui marche toujours aujourd'hui. Et surtout, là, le masque, parce qu'il a poussé le vice jusqu'à imiter un ex-ministre, Jean-Yves Le Drian. Ministre de la Défense. Ministre de la Défense, voilà, en se faisant faire un masque en silicone qui lui ressemblait, et à téléphoner à des gens, alors avec un Skype, une vidéo, un faux bureau de ministre, un drapeau français, tout le team, etc. Et à les embobiner pour virer de l'argent, soi-disant pour délivrer des otages français retenus au Mali, en l'occurrence, parce qu'il choisissait le type qui était malheureusement otage à l'époque. Et pas n'importe quel genre, des gens qui pouvaient lui envoyer des millions carrément. Ah bah il y a un mec qui quand même envoyait 43 millions de dollars, donc celui-là il a dû avoir un peu mal. Ouais. C'est clair. Déjà mais en faisant le virement. On me demande de faire un virement à 43 millions d'euros, je meurs. Moi, m'appelle pas, je peux pas. Ah oui, voilà, c'est pour ça. C'est parce que je les ai pas. C'est énorme. Et donc, en tout, il a volé combien, on sait? Bah là, il a été poursuivi officiellement pour 80 millions d'euros. Voilà. Donc bon, c'est déjà un score c'est pas mal. Raisonnable. Bon, il a payé le coup, comme on dit, chez les voyous, puisqu'il a pris quand même 12, dont les 2 tiers de sûreté, c'est-à-dire qu'il est obligé de faire au moins 8. Ouais. Donc actuellement, voilà, il est incarcéré. Ouais, il est en pour prison ses faits, en ce moment. voilà. Depuis 2020 du coup. Bah, un petit peu avant, mais le temps qu'il soit jugé, le procès date de 2020. Ok. Le documentaire, il se concentre sur les activités de Gilbert Chicli entre 2005 et 2017, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Mais t'en as parlé très brièvement tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faisait avant? Parce qu'on entend dans le documentaire que au départ, en 2005, il a déjà un peu d'argent. Donc comment il s'est fait cet argent? Bon, il l'a fait comme le font tous les gars de sa mouvance. Ils ont tous démarré dans ce qu'on appelle, c'est les mêmes, c'est les potes du CO2 dont on parlait là, les rois de l'arnaque. Il y a une filiation avec Marco Mouli, cousinade avec Marco Mouli. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est le jumeau exact de Marco Mouli. Ils sont nés tous les deux à Belleville le même jour et c'est les 2 escrocs les plus célèbres du coin. Le même jour, la même année à Belleville, sont nés 2 des plus gros escrocs. Et ils sont juifs tunisiens tous les 2. Oui, c'est des garçons issus de la communauté tunisienne de Belleville. Ouais. En 65, ils sont nés en 65 tous les 2, c'est dingue quand même. C'est fou ça. De beaux cinquantenaires. Donc je sais plus où on en était avec ces gars. Voilà, c'est avant d'avoir fait ces arnaques. Ils ont tous eu un tronc commun, on va dire, de formation. Ils ont fait leur classe dans ce qu'on appelle la fraude aux encarts publicitaires. Alors là, le truc est super simple.
Vous vendez des pubs dans des journaux imaginaires. Hein, voilà, donc là, c'est simple, je vous appelle. Alors, les journaux, on les fait passer pour des organismes, enfin des journaux d'organismes publics, c'est-à-dire de la police. Alors, le journal des orphelins de la police. Le journal des pompiers. Voilà, les amis des pompiers, etc. etc. Alors, comme ça, on a l'impression, quand les chefs d'entreprise sont appelés, ils avaient l'impression qu'il y avait le vernis de l'officiel dessus. Et en fait, voilà, donc ils leur tapent. Eux n'espèrent pas en tirer une grande publicité, ils espèrent juste s'attirer les bonnes grâces de l'administration en question. Alors, donc, à coup, c'est les impôts, à coup, c'est les flics. Bon, les pompiers vont pas en tirer grand-chose. Mais, voilà, mais du coup, et voilà, ils prennent des 10 000, des 20 000, des 30 000 euros de pages de pub dans un journal qui sont les seuls à recevoir, et finalement, puisque. Ah oui, donc en fait. Il y a à peu près un exemplaire par client, quoi. C'est-à-dire, j'appelle une entreprise, moi, j'appelle une entreprise, genre un mec qui a une concession automobile. Et je lui dis, alors j'ai un super plan, vous pouvez faire des pubs dans mon journal. Le journal des impôts. C'est le journal tout le monde sera sympa avec vous, voilà. Voilà, de l'amicale des machins, de l'amicale des policiers du Val d'Oise. On a un super journal, il y a plein de policiers, ils adorent votre marque de voiture. Voilà, achetez, vous me payez 10 000 euros pendant un an. Et moi, je fais un faux magazine, mais un seul, que j'envoie à l'entrepreneur. Comme ça, il croit que ça existe vraiment. Voilà. Lui, il ira jamais voir ailleurs. Donc voilà. Ouais. Donc, ils ont tous commencé par ce truc-là où ils ont appris ce qu'on appelle la déballe, c'est-à-dire la tchatch. Ouais, d'ailleurs, on l'appelle le roi de la déballe. Oui, ça, donc la déballe, c'est ça, ça résume tout le. Ils ont même théorisé, parce que Gilbert Chicly, quand il a inventé le faux président, là, dont on parlait au début, donc ce coup de téléphone où il se fait passer pour le PDG de la boîte, il a tout théorisé sur un petit carnet, tout bien écrit. Son système de déballe, s'il dit le mec vous dit ça, vous opposez ça, etc. etc. Ce qui fait qu'après, il a fait circuler la chose pour des petits jeunes, ce qu'on appelle les fils de Gilbert, entre guillemets, qui continuent de sévir. Alors, c'est plus forcément, on va dire que c'est des fils spirituels ou des gens qui se réclament de l'invention de cette arnaque, mais elle perdure aujourd'hui. On en est à plus de 600 millions d'euros de préjudice. Et ils tapent, comme on dit, dans le monde entier aujourd'hui. Il y a des Japonais en Allemagne, donc c'est toujours d'actualité. Et c'est toujours la même arnaque au président, ou bien c'est d'autres types d'arnaques téléphoniques? Non, c'est la même, c'est l'arnaque au président. Alors, ils ont un peu varié. Je vous passe mon avocat qui va régler les trucs confidentiels avec vous. Enfin, voilà. Donc, ils ont un peu sophistiqué pour noyer le poisson au fil des ans. Mais ça marche toujours. Il y a toujours des gens qui, sous la pression, mais on le voit bien dans le doc. C'est-à-dire, Gilbert Chicly, il maîtrise parfaitement la manipulation mentale. Il sait comment vous mettre la pression, comment vous faire flipper. Il vous lâche jamais. En fait, dès l'instant où il vous fait. Le but est de ne pas vous lâcher. Si vous lâchez, vous réfléchissez. Si vous réfléchissez, vous dites je suis trop con, je vais pas envoyer l'argent. Donc l'idée est de vous manger le cerveau, comme on dit, 24-24, et vous rappeler machin, mettre la pression, il faut le faire là, il faut pas traîner Ginette, faut faire le virement, faut machin. Et puis ils sont tellement rodés, mais c'est un boulot qui se fait en amont, c'est-à-dire que le type prend pas son téléphone pour appeler une boîte au hasard. Il y a son pote, qu'on appelle le fichiste, avec qui il travaille, ils sont toute une petite équipe. D'accord. Le téléphoniste, celui qui va appeler, tchatcher, qui va faire la déballe. Il y a le fichiste, c'est celui qui va tamponner une entreprise et essayer d'avoir le maximum d'infos dessus. Avoir l'organigramme exact, qui est à la compta, comment elle s'appelle, comment s'appelle le nom du PDG, quand est-ce qu'il est en voyage, etc. etc. de sorte que quand il va appeler, il a à peu près toutes les infos. Enfin, voilà, il aura au moins le vernis de la respectabilité et de la légitimité. Et voilà. Et puis en gros, c'est comme ça. Il y a une petite équipe, sont 3-4. Et puis après, quand ça marche, l'idée est de faire cracher l'entreprise jusqu'à ce que la dite comptable se réveille ou le dit comptable se réveille. Et généralement trop tard. Alors il y en a qui vont faire un virement et puis on le voit dans le doc, parce qu'il y a plusieurs victimes qui, là on rigole. Bon, derrière il y a eu quelques quand même drame humain, rappelons-le. Non, le truc est assez génial et bien fait, mais malheureusement, il y a quelques comptables qui s'en sont parmi de cette petite faute professionnelle d'avoir cru le beau Gilbert. Et donc, oui, ils vont envoyer d'abord. Alors, c'est le système de double signature souvent les entreprises, c'est-à-dire qu'une seule personne ne peut pas envoyer l'argent. Il faut qu'il y ait 2 personnes qui donnent leur accord. Alors, il y a des plafonds pour ça, donc les mecs jouent là-dessus. Ils vont vous dire, à partir d'1 million, il faudrait qu'il y ait moi plus mon numéro 2 qui signe. Bon, envoyer 1,9 million, puis ils vont le faire 10 fois, voilà, jusqu'à ce qu'à un moment, le type ou la nana qui est derrière l'ordinateur et qui vire l'argent commence à avoir un éclair de lucidité et se dire, est-ce que j'aurais pas fait la grosse connerie là? Voilà. Et là, chef, faudrait que je vous parle. Voilà. Bon, là, c'est compliqué, quoi. À force, les escrocs aussi, ils se font coffrer, comme on disait tout à l'heure. Gilbert, là, il est en prison. Gilbert, ce film, c'est aussi un attrape-moi si tu peux, si on peut faire une petite allusion cinématographique. C'est-à-dire que ça raconte la traque de Gilbert. Le film, en gros, la trame, c'est quoi? C'est d'un seul coup, cette escroquerie apparaît, cette voix d'un homme qui va dépouiller corps et âme plusieurs personnes. Et puis, l'info arrive aux flics qui, au début,
Faut être honnête, hein, ils y croient pas vraiment. Enfin, c'est pas qu'ils y croient pas, mais ils se disent c'est pas possible. C'est une Mais- connerie. Comment les mecs, ils ont pu se laisser emplâtrer aussi facilement, aussi naïvement. Et puis, force est de reconnaître, avec la multiplication des victimes, au bout d'un moment, ils se disent bon, visiblement, c'est un truc qui marche. Et il y a un mec néfaste au bout du téléphone. Et puis là, ça raconte l'enquête. L'enquête est assez. Et alors, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que dans cette enquête, on croise aussi les femmes de Gilbert, les ex-femmes de Gilbert dans le film. Et comme elles sont quand même. Mais on dirait que Non, mais c'est des très personnages, savoureuses, il faut voilà. regarder, il faut les découvrir. Shirley 1 et Mais- Shirley 2 mais Jérôme- qui les aident. Enfin bon, voilà, on va pas tout dévoiler, mais. Oui. Mais bon, voilà, ça raconte cette traque. Et effectivement, pour en revenir quand même à la morale de l'histoire, c'est que finalement, Gilbert est arrêté. Il est le premier type d'ailleurs franco-israélien extradé d'Israël et emprisonné ici. Il va réussir à s'en aller, à repartir, à recommencer. Enfin, ça va être un peu sans fin, ça va durer des années. Et nous, il y a aussi les policiers qui le traquent, qui témoignent dans le doc et qui racontent, enfin, avec un air un peu d'ailleurs exaspéré. Et là, voilà, la traque qui a duré toutes ces années. Mais tu parles de l'enquête policière et on voit que c'est couplé en même temps. Les journalistes, eux aussi, ils enquêtent en même temps. Est-ce que toi, en tant que journaliste spécialisé dans le grand banditisme, est-ce que tu as déjà aidé à résoudre des enquêtes Ah non. en quelque sorte? Parce que je voulais savoir comment ça se passe. Comment tu les approches, les gars? Comment tu les approches, non, les moi, bandits? moi Est-ce que je résous t'es pas déjà l'enquête. Je suis ni policier, ni procureur, ni je sais pas quoi. Donc non, moi je suis Ouais, mais on voit bien observateur. que ça se travaille en moi, même c'est- temps. Avec les années, je sais pas encore. C'est un peu l'œuf et la poule. Je sais pas comment ça a commencé cette histoire. En tout cas, ça m'a toujours intéressé. Le parfum de la rue, voilà, et le monde des hors-la-loi. On va résumer ça comme ça. On l'appelle comme on veut, le grand banditisme, la pègre, le milieu, etc. Et je sais pas. J'ai commencé par le petit psy. Je voulais vraiment savoir. J'ai pris mon annuaire. Oui, on aimerait oui. savoir, oui. Il y a 25 ans, il y avait des annuaires papier. J'avais potassé pendant des années l'histoire du banditisme. Pas dans les livres, il n'y en avait pas. J'ai la prétention d'avoir écrit un des premiers qui retraçait l'histoire du truc. Non, dans les archives, etc., de procès, dans les journaux, mais depuis 1900. Alors évidemment, il y a une grosse partie qui était morte. Ouais, hein, oui, bien sûr. mais il restait pas mal de terreurs des années 60, 70, etc. Et j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ces gens, j'avais 20 ans. J'aurais dit, monsieur, c'est pas vous qui avez braqué à telle année, vous avez pas pris 20 piges à Cognac en 64. Donc les types se sont dit, c'est un fou furieux qui se laisse... C'est obsessionnel, qui s'intéresse à un truc que personne ne... Voilà. Et puis j'ai commencé à les rencontrer. Et puis le milieu, ça porte bien son nom. C'est un milieu professionnel. C'est-à-dire que les gens, ils se connaissent à un certain niveau. En tout cas, ils se connaissent. Donc les plus vieux m'ont dit, attends, je vais te présenter mon fils spirituel qui, lui, avait plutôt 50 ans. Il jouait plutôt encore activement dans la cour, etc., etc. Puis vous imaginez, en 25 ans... Voilà, puis après j'ai fait ça à l'étranger, puis après il y a des mecs qui vont au placard. tout ça, je peux tout pas ça, vous dire, mais c'est des gens Oui, voilà, de- après c'est de la confiance, les gens qui vous présentent, et moi au fil des livres, des docs, on voyait ma tête souvent dans les docs, j'ai carné pendant longtemps des docs sur Canal, plus, etc. On voyait ma tête, donc les types me reconnaissaient, ils venaient me brancher même dans la rue en me disant voilà, je sors de machin, tu me connais peut-être, je suis copain de machin. Voilà, il y a eu toutes les filières possibles pour... C'est ça. Donc toi, t'es parti des enquêtes policières pour commencer ton taf. Ça Moi, allait ce qui plutôt dans ce m'intéresse, sens-là. c'est plus de la sociologie du crime organisé que de résoudre des enquêtes policières. C'est pas, voilà. Et- Je suis pas Peter Fall dans... Non, mais tu vois... Tu as dit un jour, je préfère aller voir les loups plutôt que ceux qui ont vu le loup. Ouais, c'est un peu mon Oui, adage. c'est ça, oui. Je préfère voir le loup plutôt que celui qui l'a vu. C'est-à-dire que généralement dans cette spécialité, les types vont voir ce qu'on appelle le service police-justice dans les journaux, pour les journalistes. Les mecs vont voir les juges, c'est son nom, ils couvrent les procès, etc., les avocats, le monde judiciaire ou les flics, gendarmes, douaniers, et j'en passe. Très bien. Mais donc ça, ce ne sont que des gens qui ont vu le loup. Ils connaissent très bien leur affaire, c'est pas le problème, voilà. Mais moi, j'ai choisi d'aller plutôt voir le loup, voilà, d'éviter un intermédiaire qui n'est pas inutile, que je rencontre aussi pour le travail, mais moi, j'ai toujours eu envie non pas de savoir si c'est Pierre-Paul Jacques qu'on transportait la valise avec la cam jusqu'à la gare de Lyon hier soir à 20h, mais c'est une approche systémique, c'est-à-dire comment ça marche en général. Et c'est ça, et justement, ça fait longtemps que tu les suis, et en 20 ans, 30 ans, est-ce que tu as vu une évolution dans les techniques? Avec plus les que dans les techniques, j'ai eu une réseaux évolution sociaux. dans les profils surtout déjà. Ouais. C'est-à-dire qu'on est passé du milieu à l'ancienne, Freddy l'élégant, Tony le Marseillais, et j'en passe, aux mecs de quartier, voilà, qu'on supplantait, enfin pas qu'on supplantait, qu'on remplaçait l'âge aidant
les garçons qui évoluent voilà, en Champions League, on va dire, et notamment les gens de quartier dans les stupes, puisqu'il n'y a plus grand d'autres spécialités que celle-ci, en tout cas pour le banditisme traditionnel. Et puis, effectivement, oui, un peu techniquement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors l'escroquerie, on voit bien, les rois de l'arnaque, la petite équipe qu'il y a dans les rois de l'arnaque, c'est 283 millions. L'arnaque en général, c'est 1,7 milliard d'euros. L'arnaque pour la taxe carbone. La taxe carbone, voilà, tu fais bien de le rappeler, excuse-moi. Là, on est à plus de 100 millions d'euros, donc ça, c'est déjà un crime qui a l'air pas très organisé, mais qui est très lucratif, qui marche très bien. Et puis après, il y a toute la cybercriminalité où il se met en place. Les logiciels de rançon, les trucs qu'on vous envoie, on va vous paralyser votre boîte ou votre service informatique, t'envoies 10 patates si tu veux qu'on débug l'ordi, etc., etc. Donc oui, ça évolue, mais finalement, c'est toujours les mêmes fondamentaux. Ça reste du racket, ça reste de la prostitution sur Internet, ça reste du jeu sur Internet qui peut être plus ou moins illégal, ça reste donc du pari. Donc finalement, on va retrouver les grandes mamelles du crime. Voilà, un peu modernisé. Voilà. Et puis après, il y a aussi d'autres voies. On a vu Internet avec les cryptos, par exemple. Les crypto-monnaies ont ouvert aussi la voie à d'autres profils, des geeks. Oui, mais c'est ça. Il y a pas mal de types qui sont juste des bons informaticiens. Alors généralement, ils sont couplés. Oui, c'est ça. Voilà, où ils se font mettre la main dessus. Moi, je me souviens, on avait fait un doc pour finir là-dessus. Mais on avait fait un doc il y a quelques années. J'avais été en Roumanie. Et puis, j'avais rencontré un petit jeune hacker, là, comme ça. Puis, en fait, le petit jeune hacker, il était étudiant, il était ingénieur, en études d'ingénieur, en électronique. Mais les mecs, ils avaient brûlé la baraque de ses parents pour l'obliger à bosser. Je le dis en rigolant, c'était pas drôle. Non, c'est pas, voilà, c'est pas drôle. Mais ne brûlez pas les maisons des gens, évidemment. Pour vous dire que c'était pas non plus sur la base d'un volontariat accru, quoi. Voilà, exactement. Oui, c'est ça. Voilà, c'est pas... Donc, c'est souvent un mariage et des fois contre nature. Mais là, dans le cas de nos amis de Gilbert, etc., c'est juste des gens qui gambergent jour et nuit pour trouver la faille. Et donc toi, dans ta position d'observateur, tu le dis, c'est-à-dire sans jugement, mais juste d'aller regarder, voir comment ça marche et comprendre le système, est-ce que toi, tu t'as senti par moment, en rencontrant certains grands bandits, qui t'utilisaient aussi d'une certaine manière? De toute façon, tu te poses toujours la question de savoir pourquoi un type n'a aucune raison d'aller te rencontrer ou d'aller mettre sa tête encore moins dans un sujet, ou etc. Et le fait quand même. Donc forcément, tu te dis... bon... Après, moi, j'essaye souvent alors, la manip grossière, non, pas sous... Parce que tu vois, je sais pas dans quel sens pour manipuler. J'en ai qui faisaient passer des messages. Ils me disaient, ouais, j'accepte. Je travaillais pour un hebdo, un news pendant un moment, pendant de longues années. Et puis, un mec qui m'appelle, il me dit, ouais, Jérôme, tu veux bien faire un papier? On m'a tiré dessus, un type, une vedette du crime organisé qui se fait tirer dessus en plein Paris, tout ça. Puis il me dit, je veux bien te raconter l'histoire dans le journal, etc. etc. Qu'est-ce qu'il prend à lui? Pas le genre, il est plutôt taiseux. Et puis, je comprends qu'en fait, il veut faire passer un message aux mecs qui lui ont tiré dessus. C'est une équipe de Corse un peu vindicative. Et voilà. Et tu vois, donc de temps en temps, mais j'ai mis un moment à piger le truc, parce que je voyais pas là. Puis à un moment, il m'a délivré une phrase à mettre obligatoirement dans le papier. J'aimerais beaucoup que tu écrives. Là, je me suis dit, ok, j'ai pigé. C'était limite Tony. Je n'ai pas fait exprès. Tu dois recevoir des appels téléphoniques. Nous, on se plaint des arnaques au CPF. Il doit y avoir des bails. Des bails de bracons internationaux. Bon, c'est déjà. J'ai envie que mon métier maintenant, ça doit écouter Jérôme Pierrat me raconter le banditisme. Père Castor, tu peux m'appeler Père Castor. Tu peux me retrouver au café au coin de la rue tous les jours de 10h. Franchement, c'était hyper intéressant. Merci, Jérôme Pierrat, c'est moi qui vous remercie. Avec nous. Tu es donc co-auteur d'un documentaire sur Gilbert Chicly, un escroc qui s'est fait passer pour le ministre français de la Défense. Le masque est disponible à partir de demain sur Netflix. Réseau, toute l'actu d'Internet. Avec Laurence et Guirane.